En tant qu'amateur de cinéma d'horreur, je dois avouer qu'il y a un grand nombre de cinéastes que je suis assidûment. Il n'est pas toujours évident de choisir de quel film je vais vous parler dans la prochaine vidéo, tant j'ai de choses à dire et de métrages à faire découvrir. Je suis toujours partagé entre l'envie de m'attaquer à une œuvre culte, connue et reconnue de tous, et celle de mettre en avant un film plus méconnu, mais qui présente bien souvent au moins autant d'attraits. De plus, il y a beaucoup de peloches que j'apprécie et qui sont considérées par le plus grand nombre comme moyennes, voire même nanardesques. Ces œuvres cachent pourtant un charme bien plus opérant sur moi que bon nombre de productions oscarisées reconnues par le grand public. Et j'ose espérer que cet amour de la série B, du cinéma bis ou même du nanar horrifique est partagé par une partie d'entre vous. Et si c'est le cas, vous serez heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à un cinéaste que j'apprécie tout particulièrement et qui cristallise un tout petit peu tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur et qui nous a malheureusement quittés tout récemment. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cet hommage à Stuart Gordon. Stuart Gordon, considéré par beaucoup comme l'un des maîtres de l'horreur moderne, et d'ailleurs présent sur les anthologies du même nom, nous a malheureusement quittés le 24 mars dernier. J'ai la sensation qu'il reste un cinéaste trop peu cité par les cinéphiles et par le grand public, on va dire, et qu'il est même un petit peu oublié. Faut dire qu'il est trop souvent réduit au titre de réalisateur, de réanimateur, comme s'il n'avait jamais rien réalisé d'autre d'intéressant. C'est aussi réducteur qu'injuste, et je me suis dit qu'une petite vidéo pourrait peut-être permettre de réparer au moins un tout petit peu cela. Dans tous les cas, pour ceux qui le connaîtraient moins bien ou pas du tout, on commence par un petit récapitulatif de sa filmographie, histoire de commencer sur de bonnes bases. Stuart Gordon est né le 11 août 1947 à Chicago. Très tôt, il s'intéressa au métier de réalisateur, mais lors de son entrée à l'université du Wisconsin, il ne put intégrer la section cinéma, déjà complète, et il se dirigea alors vers le théâtre. Il fonda sa propre compagnie, The Screw Theatre, et il fut à l'origine de plusieurs pièces, dont la notable The Game Show. Durant les représentations de The Game Show, les spectateurs étaient enfermés dans la salle et le but était de les pousser à bout en les humiliant et les violentant, leur faisant même croire qu'ils étaient potentiellement en danger. Chaque représentation s'arrêtait systématiquement parce que le public le demandait, voire même le réclamait, incapable d'aller plus loin. Stuart Gordon en dira les mots suivants. Le jeu de The Game Show, c'est vous. Il est entièrement consacré à détruire la complaisance de chaque membre du public, à vous faire réagir. Il veut que vous vous leviez, que vous vous frappiez le crâne et le torse, que vous vomissiez, que vous criez, que vous perdiez la confiance de la personne assise à côté de vous. Il réclame que vous, et vous seul, fassiez quelque chose. J'ai obtenu la meilleure critique de toute ma vie pour l'un de mes shows. Elle disait « C'est la pièce la plus excitante que j'ai jamais vue et elle devrait être interdite immédiatement ». Il sera à l'origine d'autres pièces, notamment des adaptations de Lovecraft dont il était bien sûr fan, et une version de Peter Pan qui protestait contre la guerre au Vietnam. Après l'université, il fondera l'Organic Theatre Company et en sera le directeur artistique. Il participera encore à plusieurs pièces, dont Bleacher Bums, qui aura une représentation filmée destinée à la télévision en 1979, ce qui marquera le début de sa carrière dans l'audiovisuel. Après une discussion avec des amis, lors de laquelle il avait mis en avant son envie de voir une nouvelle adaptation de Frankenstein plutôt qu'une énième version de Dracula, il se mit à travailler sur une relecture de Herbert West Reanimator de H.P. Lovecraft. Au départ, ça devait être une pièce de théâtre, mais il transforma le projet pour en faire un épisode pilote pour la télévision, dans le but d'en faire une série. C'est lors de ce processus qu'il fut présenté à un certain Brian Yuzna, producteur, qui trouva le projet excellent, mais qui réussit à convaincre Gordon d'en faire un long métrage et de le tourner à Hollywood, ce qui serait plus facile notamment par rapport aux nombreux effets spéciaux réclamés par Reanimator. Et la suite, vous la connaissez, normalement. Reanimator sera modifié pour passer d'une version X à une version R, et cela nous donnera un long métrage gore, fun, drôle et même par moments effrayant. À l'histoire et à la folie alors inédite au cinéma. Il deviendra culte et propulsera instantanément Stuart Gordon au panthéon des maîtres de la série B et de l'hémoglobine. Et ce ne sera que le début. En 1986, toujours en association avec Brian Yuzna, il réalisera From Beyond, nouvelle adaptation et hommage à Lovecraft. Peut-être encore plus gore et généreux en maquillage que son œuvre précédente, From Beyond est souvent cité comme l'un des meilleurs films Lovecraftiens, bien que le ton général du film s'éloigne assez de ceux des bouquins du maître de Providence. À cause de la censure et de son statut de film très violent, ce ne fut pas un grand succès commercial, et ce fut même plutôt le contraire. Mais à nouveau, il fut instantanément acclamé par les amateurs de genre, un public qui reconnaissait la valeur de Stuart Gordon.
Le monsieur enchaînera alors dès l'année suivante avec un nouveau film d'horreur qui, malgré quelques références et clins d'œil au créateur d'Arkham, lorgnait cette fois davantage du côté du conte de fées macabre. Dolls, plusieurs années avant Puppet Master ou Child's Play, nous présentait des poupées animées d'intention meurtrière. Malgré une atmosphère et certaines séquences des plus clichés, Dolls a beaucoup de qualités, et notamment à nouveau des effets spéciaux à la fois fun et bien gore, mais ce ne sera pas suffisant pour empêcher le film d'être un échec commercial. Dolls sera un échec dur à avaler pour les producteurs, mais heureusement, Stuart Gordon, producteur, réalisateur, dramaturge, acteur et scénariste émérite, avait plus d'une corde à son arc. En 1989, l'un des scénarii de Stuart et de Yuzna nous donnera la comédie de Disney « Chérie, j'ai rétréci les gosses », qui sera un immense succès au box-office et qui prouvera les talents d'écriture du bonhomme ainsi que sa capacité à être drôle. Car c'est une constante dans la filmographie de Stuart Gordon, même dans ses films les plus gore, il ne rate jamais une occasion de faire une blague et de faire preuve de second degré, en général avec brio. En 1990, après 2-3 ans de production et de tournage difficiles, il revient à la réalisation avec ce qui reste pour moi l'un de ses films les plus faibles, à savoir la série B de science-fiction Robot Jox. Kitsch au possible, cette production coécrite par l'auteur de SF Joe Haldeman nous présente un futur alternatif se déroulant 50 ans après un apocalypse nucléaire. Désormais, les conflits internationaux sont réglés lors de combats de Robot Jox, des pilotes capables de contrôler d'immenses robots. Très certainement inspiré par les Gundam japonais et le succès de la série Transformers, le film sort tout de même 23 ans avant Pacific Rim et a en plus cette ambiance si particulière de guerre froide comme bon nombre de métrages sortis à la même époque. Mais difficile de fermer les yeux sur le jeu d'acteurs, certains effets spéciaux dépassés et surtout le scénario bourré d'incohérences et pas toujours intéressant, sans doute dû aux nombreuses frictions qu'ont eu Gordon et Haldeman. Pour toutes ces raisons, le film sera un échec commercial et critique, le premier véritable de la carrière de Stuart. Crash and burn. Crash and burn. Et ce n'est pas le petit téléfilm horrifique Daughter of Darkness, sorti la même année, honnête mais peu ambitieux, qui fera oublier cette amère défaite. Par contre, en 91, Gordon revisite cette fois des textes d'Edgar Allan Poe avec le film d'horreur de Pit and the Pendulum, qui se déroule en pleine inquisition espagnole avec un Lance Henriksen génial dans le rôle de Torquemada. Malgré un manque de budget visible et un rythme inégal, le film arrive à être intéressant et ingénieux, et même à proposer quelques effets gore toujours sympathiques. Pourtant, après une distribution chaotique et compliquée, The Pit and the Pendulum sera à nouveau un échec commercial assez retentissant, et est aujourd'hui un métrage oublié de tous ou presque. Pourtant, Gordon se verra confier la réalisation de Fortress en 1992, un film de science-fiction se déroulant dans un futur dystopique avec Christophe Lambert dans le rôle principal. L'intrigue se tient dans une prison futuriste dans laquelle notre couple de héros est envoyé pour avoir voulu un bébé, ce qui est interdit à cette époque. Malgré des défauts évidents et notamment la dimension nanardesque et kitsch du métrage, le film sera un succès commercial, enfin, qui renforcera un petit peu la confiance apportée à Stuart par les studios, ce qui lui permettra de revenir à quelque chose de plus personnel, après avoir écrit le scénario de The Dentist pour son poteau Yuzna, avec Castle Freak en 1995. Adaptation officieuse de la nouvelle Je suis d'ailleurs de Lovecraft, produite par Charles Band, le fondateur de Full Moon Pictures, que Gordon connaît bien, c'était un très petit budget qui survenait alors que la boîte avait de gros soucis financiers. Plus intimiste que ses films précédents, il est tourné dans le même château que The Pit and the Pendulum, qui appartenait d'ailleurs à Band. Et Stuart avait vraiment les pleins pouvoirs sur le projet, choisissant lui-même les quelques acteurs qui composeraient le maigre casting, par exemple. Gordon dira plus tard qu'il avait réellement envie de réaliser ce tout petit film, au budget inférieur au demi-million de dollars, parce que c'était la première fois depuis Reanimator qu'il avait les pleins pouvoirs sur l'un de ses projets, et ça lui manquait. Cela se ressent, et d'ailleurs Castle Freak garde encore aujourd'hui, au sein du cinéma d'horreur, une atmosphère vraiment très particulière. D'une part à cause de cet aspect un petit peu tragédie shakespearienne, d'une autre part à cause de son côté tout simplement très intimiste. Les comédiens jouent bien, les maquillages et les décors sont beaux et bien utilisés, seul le script, un petit peu faiblard par moments, et son rythme trop lent, pourrait, selon moi, diminuer un petit peu l'impact du film. Mais pour beaucoup, malgré ses qualités, ça reste une œuvre très mineure de la filmographie de Stuart Gordon. En 1996, il réalise et coécrit un nouveau film de science-fiction avec Space Truckers, qui est probablement le plus gros échec commercial de sa carrière, ne récoltant même pas 2 millions de dollars pour un budget de plus de 25 millions. Pourtant, c'est, de mon point de vue, son meilleur essai dans la SF, avec cette histoire de robots tueurs et ces pirates et livreurs de l'espace piégés en plein cœur d'un complot spatial. Dennis Hopper, qui tient le premier rôle, a l'air de s'amuser comme un petit fou, et malgré quelques effets vieillissants, le film a quelques excellentes idées visuelles. Ce qui est drôle avec les films de SF de Stuart Gordon et qui explique peut-être moins tout petit peu pourquoi ils n'ont pas fonctionné, c'est qu'ils ressemblent tous de près ou de loin à du sous-Paul Verhoeven de l'époque. Il y a dans Robot Jox, Fortress ou encore Space Truckers énormément de points communs et de similitudes avec Total Recall, Robocop ou encore Starship Trooper, comme si les films de Stuart Gordon étaient en quelque sorte le penchant fauché et fun de ceux de Paul Verhoeven.
On y retrouvait des critiques sociétales, des effets gore bien fun, de la dystopie ou encore du space opéra bien cool. Malheureusement, à l'époque, le public a vite tranché. Paul Verhoeven était adulé et Stuart Gordon était un petit peu oublié, voilà. Ou en tout cas, était apprécié par un public très spécifique. Peut-être à raison, je vous laisse juger, mais moi, à titre personnel, je trouve ça dommage. En 98, Stuart s'éloigne un peu de ses genres de prédilection et nous concocte la comédie The Wonderful Ice Cream Suite, écrite par Ray Bradbury et sortie directement en vidéo. Il écrira en 99 le scénario du film Progeny pour son comparse de toujours Brian Yuzna, puis reviendra à ses premiers amours avec Dagon en 2001, d'ailleurs coproduit par Yuzna. Nouvelle adaptation de Lovecraft, bizarrement plus de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth que de Dagon, de laquelle il emprunte le nom. Nous y suivons l'arrivée d'un groupe de voyageurs dans un village de pêcheurs en apparence anodin, mais qui révélera bientôt un ancien culte païen et un peuple d'hommes-poissons aux intentions hostiles. Et j'aime beaucoup ce film qui pour moi est juste la preuve que c'est dans cet exercice fantastico-horrifique que Stuart Gordon excelle le plus, n'ayant jamais peur du ridicule au point de parfois l'être, mais en nous proposant toujours des spectacles à la fois glauques et fun. Mais après ce film, Stuart quittera justement ce genre, qui ne retrouvera plus qu'à l'occasion des Masters of Horror, et encore, on en parlera de quelques instants. Il se dirigera plutôt vers un nouveau genre d'épouvante que j'aurais tendance à surnommer horreur sociale, comme avec King of the Haunt, téléfilm qu'il réalise en 2003. Nous y suivons un jeune homme peu ambitieux qui se laisse embarquer par un groupe criminel jusqu'à assassiner un innocent. Beaucoup de questions sociales y sont évoquées jusqu'au titre du film, puisque les fourmis représentent ici les individus aux existences anodines sans réel impact sur ce qui les entoure, comme c'est le cas pour notre personnage principal. Seules quelques séquences, et notamment de cauchemars, relient ce petit téléfilm au reste de la filmo de Gordon, et pourtant il s'y imbrique très bien, et je le considère personnellement comme très sous-estimé par le public. Il sera suivi en 2005 par Edmond, adaptation de la pièce de théâtre éponyme, dans laquelle William Macy décide de ne plus accepter les règles imposées par la société et de juste profiter de l'instant présent. Nous assisterons alors à la plus longue nuit de son existence, durant laquelle il lui arrivera des bricoles que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Une véritable descente aux enfers, très à part dans la filmographie de Stuart, à nouveau, mais que je trouve vraiment très réussie. Ce qui est également le cas de Stuck, qu'il réalise en 2007 et qui adapte un fait divers américain bien glauque. Une jeune infirmière percute un SDF avec sa voiture et celui-ci se retrouve bloqué, agonisant dans son pare-brise. Incapable de savoir comment réagir, elle le laissera coincé là, dans son garage, alors qu'il se meurt doucement plutôt que d'appeler les secours ou la police. Nouvelle critique de la société et selon moi, nouvelle réussite. Ce sera le dernier film réalisé par Stuart Gordon, mais avant celui-ci, il aura tout de même participé aux fameuses anthologies des Masters of Horror. Pour elle, il réalisera en 2005 Dreams in the Witch House, nouvelle adaptation Lovecraftienne de la nouvelle du même nom. Puis en 2007, il s'attaquera au chat noir d'Edgar Allan Poe avec The Black Cat. Ces deux téléfilms sont intéressants, mais on n'y retrouve pas forcément la folie de Stuart Gordon qui pour une fois a décidé de rester relativement fidèle aux atmosphères des textes. Bon, sa version de Black Cat est bien sûr très différente vu qu'il a mixé le récit à la véritable vie de Poe en faisant de l'écrivain le personnage principal de sa version. Ce qui, pour certains analystes, était déjà plus ou moins le cas de la nouvelle, mais plus de façon métaphorique on va dire. Enfin, il tournera de façon plus anecdotique l'épisode Eater de l'anthologie Fear Itself, qui se veut être un prolongement au Master of Horror, mais en beaucoup plus édulcoré, malheureusement. Dans tous les cas, ces deux segments des Master of Horror sont réussis. Et jusqu'au bout, Stuart Gordon aura été généreux, dans sa façon de transmettre ce qu'il aimait, au cinéma ou en littérature, ou dans sa façon de dépasser les contraintes techniques imposées par les maigres budgets qu'on lui donnait, pour tout de même proposer des spectacles ambitieux et toujours plus fun. Et j'espère que ce petit résumé de sa carrière vous aura permis de découvrir certaines de ses œuvres, ou au moins de vous donner envie de les découvrir. Ce serait déjà une victoire. Comme je l'ai dit précédemment, il n'avait pas peur du ridicule. Et c'est peut-être grâce à cet état d'esprit qu'il a toujours évité de le devenir, et ce malgré des scénarios parfois proches du grotesque. Simplement parce que Stuart respecte son matériau, il respecte son spectateur, et qu'il aime sincèrement le cinéma de genre. Et ça se ressent dès le premier visionnage de n'importe lequel de ses films. Mais il n'était pas tout seul pour faire ses longs métrages, bien au contraire. Il s'était forgé une véritable famille de cinéma, des camarades avec lesquels il était parti de nombreuses fois au combat. Et c'est sur eux que nous allons nous pencher à présent. J'ai la famille, c'est la famille, j'ai la famille. Stuart Gordon a toujours été décrit comme quelqu'un de très gentil, à l'écoute, sympathique, etc. Aussi bien par ceux qui le connaissent que par ceux qui ne l'ont rencontré qu'à l'une ou l'autre reprise. Grand habitué des festivals un petit peu partout dans le monde, il s'est toujours montré accessible et n'était pas le dernier pour soutenir les jeunes réalisateurs dans leurs projets. Il n'était donc pas étonnant de voir sur les réseaux sociaux un certain nombre de personnalités du monde du cinéma faire leurs adieux aux cinéastes en témoignage de leur tristesse. Mais parmi tous ces gens, certains étaient évidemment plus proches de lui que d'autres. Stuart Gordon est, au même titre que des réals comme Robert Rodriguez, Rob
Rob Zombie, Quentin Tarantino ou Takeshi Kitano, un réalisateur fidèle, que ce soit à ses comédiens ou à ses associés. Comment ne pas commencer par citer Brian Yuzna, par exemple, dont le nom est indissociable de celui de Stuart, tant ils ont bossé ensemble. Reanimator, From Beyond, Dolls, Chérie, j'ai rétréci les gosses, The Dentist 1 et 2, Project Night, Dagon, etc. Autant de films pour lesquels ils se sont entraidés, s'offrant mutuellement des postes de scénaristes ou de producteurs, travaillant ensemble, tout simplement. À titre personnel, ce sont deux réalisateurs que j'apprécie énormément, et un jour ou l'autre, il faudra bien que je vous fasse une vidéo du même genre sur Brian Yuzna. Il le mérite très clairement. Mais ce qui frappe avec Stuart Gordon, c'est son amitié avec certains de ses comédiens. S'il a parfois tourné avec des têtes d'affiche en personnage principal comme Christophe Lambert, Lance Henriksen, William Macy ou encore Dennis Hopper, il aimait surtout proposer des rôles à ses amis. Ceux-ci pouvaient aussi bien apparaître dans des caméos rigolos qu'en rôle principal, et je trouvais important de les mettre un petit peu à l'honneur. Je vous ai donc concocté une petite liste des acteurs et actrices avec lesquels il a le plus tourné. Commençons doucement avec Hilary Mason, surtout connue pour son rôle dans Ne vous retournez pas, qui apparaît dans Dolls et dans Robot Jox. Ensuite, nous avons Debbie Mazar, qui ne fait qu'une brève apparition dans Edmond, mais jouait l'un des rôles principaux de Space Truckers. Ça devient déjà plus sérieux avec Vernon Wells, qui apparaît dans Fortress, Space Truckers et King of the Hands, ou avec George Wendt, que vous avez pu voir dans Space Truckers, King of the Hands ou encore Edmonds. Mais son trio de comédiens préférés est très facile à trouver. Barbara Crampton, qui avouera devoir sa carrière à Gordon, a joué dans Reanimator, From Beyond, Space Truckers et Castle Freak. Mais même si elle a été profondément attristée par le décès de Stuart Gordon, ce n'est probablement rien à côté de ce qu'a dû ressentir Caroline Purdy Gordon, son épouse. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux à l'université du Wisconsin. Stuart était complètement bourré et a appelé son numéro par accident avec le téléphone du campus. À partir de là, ils sont restés en contact, puis sont tombés amoureux l'un de l'autre et sont restés ensemble toute leur vie. Si l'on accepte une rupture temporaire qu'ils ont subie à l'époque de Game Show, la pièce si intense qui avait finalement poussé Caroline à bout. Et ils ont fait plus que vivre ensemble puisque Caroline jouait déjà dans les pièces de son futur époux à l'époque et a continué à le faire dans ses films. Stuart a d'ailleurs pris un malin plaisir à l'assassiner de nombreuses fois dans ses œuvres. Et quand il ne faisait pas, elle le prenait même mal, lui demandant s'il l'aimait encore. Comme quoi, tuer son amoureux dans des œuvres de fiction est une véritable preuve d'amour chez les amateurs de films d'horreur. Du coup, elle joue dans pas mal de films de Gordon, Bleacher Buns, Reanimator, From Beyond, Dolls, Robot Jox, The Pit and the Pendulum, Space Truckers, Stuck, et même dans Fortress, dans lequel elle fait la voix de l'intelligence artificielle qui contrôle la prison. Elle a joué pour d'autres réalisateurs également, mais a toujours soutenu qu'elle préférait tourner avec son mari, car elle le comprenait à 100% et que ça rendait le travail plus fun. Lui-même tenait le même discours, ajoutant qu'il savait pouvoir se reposer sur elle à 100% et que cela lui ôtait un grand poids des épaules. Car si Stuart Gordon a la réputation d'être un bon directeur d'acteurs, c'est avant tout parce qu'il sait bien les choisir et qu'il a pu au fil du temps trouver des comédiens assez doués et expérimentés pour lui demander moins d'intention et donc de boulot. Et le meilleur exemple de ce fait n'est autre que l'acteur préféré de Stuart Gordon, celui que vous pouvez voir dans bon nombre de ses films, aussi bien dans de simples caméos que dans des rôles principaux. Vous l'aurez deviné, Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, and I'm from California. En effet, celui qui joue Herbert West dans Reanimator a également joué dans From Beyond, Robot Jox, The Pit and the Pendulum, Fortress, Castle Freak, In the Bond, The Black Cat et même dans Stuck, où il fait la voix d'un opérateur au téléphone. Il est sans conteste le comédien fétiche de Stuart Gordon qui n'hésitait jamais à lui proposer un rôle dès qu'il en avait l'occasion. La relation cinématographique qu'ils entretenaient est d'ailleurs très similaire à celle de Sam Raimi et Bruce Campbell par exemple. En tout cas, ça peut être un jeu d'essayer de reconnaître Jeff dans ses différents films, tant il apparaît parfois drôlement déguisé ou dans des rôles incongrus. D'ailleurs, petite fun fact qui n'a rien à voir, Jeffrey Combs a joué Edgar Allan Poe pour Stuart Gordon, mais il a également interprété H.P. Lovecraft pour Brian Yuzna. C'est pas une sacrée anecdote ça peut-être ? Mis à part les comédiens, Stuart Gordon était très à l'écoute de ses camarades réalisateurs et il pouvait également leur prodiguer de bons conseils à l'occasion. On pense par exemple à John Landis, de qui il était plutôt proche, ou encore des cinéastes comme Joe Dante, Richard Stanley, Darren Lynn Bousman, Don Coscarelli, Joe Begos et encore plein d'autres, qui étaient tous attristés par la nouvelle de son décès et qui pour l'occasion ont raconté diverses anecdotes sur internet, dont certaines qui valaient la peine. Voilà pour sa petite famille de cinéma. Et tout ça c'est bien gentil, je le sais, mais le plus important reste encore à venir. T'entends ça, jeune Blanc-bec ? Comme tous les cinéastes, Stuart Gordon avait certains thèmes de prédilection, qui sont revenus à travers plusieurs de ses films, selon les périodes de sa vie durant lesquelles il les a réalisés, et c'est évidemment intéressant de revenir dessus et d'en faire une petite analyse, évidemment, très personnelle.
La première chose à mettre en avant, c'est évidemment la propension de Stuart Gordon à adapter des nouvelles, et surtout celles de Lovecraft ou de Edgar Allan Poe. Il a également adapté des pièces de théâtre, des faits divers, et parfois partie de scénarios écrits par d'autres pour faire son propre script, ou s'est inspiré de simples concepts comme pour Castle Freak où l'idée était juste de mettre un personnage déformé, type Quasimodo, dans un château en ruine. Mais peu importait de quel matériau d'origine il partait, un film de Stuart Gordon porte toujours sa marque et son style reste reconnaissable. Ça prouve bien qu'il a sa propre personnalité, et c'est très intéressant à noter, surtout quand on compare cela à toutes ces productions hollywoodiennes aseptisées qui se ressemblent toutes alors même qu'elles n'ont pas le même réalisateur. Ce style passe avant tout par une atmosphère particulière, mélange d'éléments glauques et d'humour grotesque, de moments bien fun et d'un gore complètement décomplexé. Le grand point fort de Gordon est avant tout de réussir à faire tenir tout ça debout et de nous proposer tout de même des histoires cohérentes et aux enjeux prenants pour le spectateur. Alors oui, Reanimator et Gore à souhait proposent des séquences parfois juste folles comme celle des intestins constrictors, mais continuent pourtant de tenir le spectateur en haleine qui s'inquiète pour les personnages principaux et la tournure dramatique que les événements prennent. Certains dialogues sont délibérément humoristiques, mais contrairement à un Marvel, cela n'allège pas l'intrigue puisque ces moments comiques ne tombent pas comme un cheveu dans la soupe. Ils sont dans le ton du film, au même titre que ces scènes ultra gore qui finissent par participer au fun et à l'amusement de l'œuvre, plutôt que de la rendre atroce comme celle d'un cannibale holocauste ou d'un human centipede. Tout est question de ton et de dosage, et Stuart Gordon est vraiment spécialiste dans ce domaine. Mais ce n'est évidemment pas la seule caractéristique du cinéma de Gordon, qui a plusieurs thématiques très personnelles et notamment l'importance particulière qu'il apporte à ses personnages féminins. Non pas que ces films soient particulièrement féministes, mais très souvent, il y a au moins un personnage, généralement le méchant, qui est obsédé par une femme. Cela le motive dans ses exactions, et le sauvetage de la demoiselle en détresse devient donc l'un des objectifs du personnage principal. Ainsi, dans Reanimator, le Dr Carl Hill tente d'utiliser le sérum de West et sa propre technique de lobotomie pour forcer la jolie Megan à l'aimer, ce qui passe même avant ses plans de conquête du monde. Dans The Pit and the Pendulum, Torquemada tombe éperdument sous le charme de Maria et de ses formes généreuses, ce qu'il estime être un péché de sa part. Il la fera prisonnière, l'accusant d'être une sorcière, juste pour pouvoir la séparer de son mari et de l'avoir à sa merci. Et il passera tout le film à lutter contre sa nature lubrique et tenter de ne pas céder à ses bas instincts, jusqu'à ce qu'il se laisse finalement aller et assume son obsession. Dans Fortress, le directeur de la prison, élevé comme un vulgaire produit et quasiment déshumanisé, retrouve un semblant d'humanité lorsqu'il tombe amoureux de Karen, au point de briser les règles de sa compagnie pour la première fois de sa vie et de risquer de perdre son travail en la libérant et tentant de la persuader de divorcer de son mari pour l'épouser. Dans Space Truckers, le personnage féminin principal subit les avances des deux personnages masculins et du méchant principal, qui va également jusqu'à baisser sa garde pour passer un moment privilégié avec elle alors que c'est censé être une sorte de génie. Dans Castle Freak, une grande partie du film repose sur les relations entre les personnages, avec ce mari infidèle et cette créature difforme qui vit dans les sous-sols du château et dont les envies sexuelles se manifestent de façon ultra violente. Quand on connaît l'amour et la fascination sans faille que vaut Stuart Gordon à son épouse, avec qui il l'a passé toute sa vie, c'est pas réellement une surprise. Mais une fois qu'on s'est rendu compte de l'omniprésence de cette thématique dans sa filmographie, on ne voit plus ses œuvres de la même façon. Bref, vous l'aurez compris, c'est bel et bien une thématique très importante dans le cinéma de Stuart Gordon. Pour tous ses personnages, c'est bien simple, amour rime souvent avec obsession, et pour bon nombre d'antagonistes qui se montrent d'une cruauté vraiment inhumaine, au point de perdre leur humanité, l'amour ou l'envie qu'ils éprouvent pour ces personnages féminins, bien souvent inaccessibles, leur fait, d'une part, réaliser qu'ils n'ont pas autant de pouvoir qu'ils le pensent, mais en plus leur permet de retrouver, en quelque sorte, une part d'humanité. Ce ne sont pas des démons, ils éprouvent un sentiment positif et ont tout à coup du mal à le gérer, se retrouvent démunis face à cette nouveauté. Alors, ils ont tous leur façon d'y faire face ou d'y succomber, et c'est ça qui est intéressant, justement. Voilà pourquoi l'amour est si important dans ces films. Même si en face vous avez les ennemis les plus puissants, les plus riches, les plus respectés, qui sont capables de vous enfermer, de vous torturer, de vous menacer de mort, ils ne pourront jamais vous obliger à aimer. Ça peut paraître mièvre et gnangnan ou tout ce que vous voulez, mais dans tous ces films ça passe juste bien. Parce que, encore une fois, tout est une question de dosage. L'amour absolu, c'est un épouvantail qui attire les oiseaux. Puis, Stuart Gordon est de gauche et ça se ressent évidemment énormément dans ses films. Beaucoup critiquent les dérives du pouvoir, que ce soit ces films de SF qui se déroulent tous dans des dystopies où règne un certain totalitarisme, que ce soit Robot Jox, Fortress ou Space Truckers, ou ces films d'horreur sociale qui vont même jusqu'à critiquer nos sociétés actuelles. Ceux-ci vont parfois loin, nous livrant les pensées de leurs réalisateurs et bien souvent scénaristes sur l'individualisme et la course au pouvoir qui règnent dans nos contrées, mais également le peu d'importance donnée aux individus lambda écrasés par les pouvoirs des politiques et des lobbies industriels.
étonnant d'apprendre que le bougre critiquait déjà la guerre au Vietnam ou la mollesse des gens devant l'autorité lors de ses toutes premières pièces de théâtre. Voilà pourquoi ces personnages principaux sont quasiment toujours écrasés par le pouvoir, représentés par des hiérarchies médicales ou militaires, des gouvernements implacables ou des représentants religieux. Leur lutte n'est pas seulement menée contre l'antagoniste qui leur fait face, mais contre tout ce que celui-ci représente, la dictature bien souvent, et peu importe son origine. Enfin, dans une moindre mesure, je trouve qu'il accorde une attention particulière aux enfants dans certains de ses films. Il représente bien évidemment l'avenir, les générations futures, mais une part de lui semble s'adresser directement aux enfants que nous avons encore en nous, nous adultes. Dolls le fait particulièrement bien, rappelant à plus d'une reprise qu'il ne faut pas grandir trop vite, et que l'homme qui n'a pas oublié ses instincts enfantins est bien souvent un homme bon. Mais dans Castle Freak aussi, le meilleur personnage est probablement cet enfant aveugle qui nécessite encore 2 fois plus d'attention normalement de la part de ses parents, et qui, au niveau métaphorique, peut vouloir dire tellement de choses. Comme dans Fortress, où le couple de personnages principaux va jusqu'à défier la loi pour avoir un bébé et fonder une famille. On remarquera que jamais dans l'un de ces films Gordon ne tuera d'enfant, à part dans Robot Jox, lorsque le robot géant s'écrasera sur une partie de la foule, ce qui tuera inévitablement des gamins. Le personnage principal se remettra en question à partir de ce moment-là, car on ne touche pas aux gamins, on ne touche pas à l'innocence. Stuart Gordon peut tuer son épouse une demi-douzaine de fois, mais un gamin, ça, jamais. Bien sûr, en prenant chacun de ces films individuellement, on peut retrouver tout un tas d'autres thématiques, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais ce n'était pas l'objectif de cette vidéo qui consiste plutôt à prendre sa filmographie dans son ensemble. Et c'est maintenant chose faite, on a plus ou moins fait le tour de ce que j'avais à dire dessus, et je vous demande juste encore un tout petit peu d'attention pour la petite conclusion qui va suivre. Stuart Gordon est un réalisateur sous-estimé, dans le sens où il n'est que trop rarement cité et où l'ensemble de son œuvre n'est que trop souvent réduite à Reanimator, qui, s'il est bien l'un de ses meilleurs films, n'en reste pas moins l'arbre qui cache la forêt. Stuart avait bien des choses à dire dans ses films qui sont bien loin de n'être que des comédies gore déjantées et glauques à souhait, même si, il faut bien l'avouer, on aime rire à gorge déployée devant les massacres over the top qu'il nous a offerts. Le meilleur mot pour qualifier son cinéma, et le premier qui me vient à l'esprit, c'est généreux. Certes, ces films ne sont pas parfaits. Certes, ils sont souvent bourrés de faux raccords. On peut parfois noter quelques problèmes de cohérence dans le montage. Il y a quelquefois de véritables fautes de goût. Mais à chaque fois, il nous emmène dans un monde où c'est lui qui fait les règles et il joue son jeu à fond, emportant le spectateur dans chacun de ses délires. Et franchement, ça fait toujours plaisir d'être emporté dans un délire de Stuart Gordon. Je vous invite tous à découvrir ou redécouvrir sa filmographie et pas seulement ses adaptations de Lovecraft. Vous m'en direz des nouvelles, surtout si vous êtes amateur de série B généreuse et bien kitsch, et ça ravivra votre nostalgie. En tout cas, ce cher Stuart nous manquera, à nous, spectateurs, mais également à tous les acteurs de l'industrie du cinéma de genre, qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. Et le mieux que l'on puisse faire pour lui rendre hommage, c'est de continuer à faire vivre ses œuvres encore le plus longtemps possible. Puis, retenons cette fameuse phrase qu'il aurait prononcée lors du rassemblement légendaire qui donnera les fameux Masters of Horror. Les films d'horreur sont une répétition pour notre propre mort. Si tel est le cas, aucun homme n'était plus prêt que Stuart à accueillir la mort.